Il y a deux risques de bruit. Le premier, c'est que j'ai expulsé mes enfants pour leur goûter devant la télé, à côté. J'entends un petit peu, moi, le son. Je leur ai dit, pas de Gulli, pas de Gulli, pas de Gulli. C'est vraiment une esthétique de merde, Gulli. Bon, sinon, la deuxième truc, c'est dehors, il y a des travaux devant chez moi. Et ça a l'air de rien, mais bon, ça peut faire un peu de bruit. Mais je vais vous dire, en fait, quand j'imagine, on m'a demandé qu'est-ce que c'est l'un des moteurs de militantisme. Et je crois que quelque part, il y a la culpabilité. Robert Doisneau, il disait toujours, je me lève avec Billancourt et je travaille en même temps que Billancourt, quoi. Billancourt, donc l'usine Renault à l'époque, bon, maintenant c'est fini. Et moi, j'ai toujours ce truc des ouvriers à la chaîne de chez Goodyear. Évidemment, la réplique maintenant, c'est de me dire, ouais, mais Goodyear, les ouvriers, ils vont plus bosser chez Goodyear. Mais là, j'ai devant chez moi, à partir de 7h30 du matin, les mecs qui sont en train de poser des pavés. C'est la nouvelle mode, tu sais, avant il fallait mettre de l'asphalte partout, maintenant il faut remettre des pavés. Bon, tu sais pas pourquoi, mais toujours est-il qu'on est en train de mettre des pavés, c'est plus chouette, ça fait un peu ancien tout ça. Et il y a des mecs avec leur chasuble orange là, qui sont en train non pas de jouer au foot, mais de poser des pavés toute la journée, de regarder avec leur truc si c'est bien droit, machin. Je passe devant, il y en a un qui me fait « Hé, l'ami !» Et moi je t'es bien Ruffin ? Bon, et, tu vois. Et je lui fais pas, non mais attends, il faut m'appeler monsieur le député, tu vois, je la fais pas à la Manu. Et il y en a un autre la dernière fois, le chef de chantier. J'avais déjà discuté un peu avec lui, mais c'est le chef de chantier. Je le vois, il était un peu en colère. Et donc il vient vers moi, il me dit, chef, je veux vous voir. Pour un truc personnel, mais je veux vous voir. Je dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je lui ai demandé qu'est-ce que c'était les travaux, parce que je ne sais même pas ce qu'il y avait comme travaux, comment ils réaménager. Est-ce que c'est lié à ça? Non, il me dit, voilà, j'ai mes 168 trimestres, je crois. Ça fait 42 ans que je bosse et je peux pas partir à la retraite, j'ai 58 ans, et il me prend dans un coin pour me dire ça. J'étais comme ça, et il était vraiment énervé, il était énervé après moi, parce que quelque part, je représente maintenant désormais l'institution, tu vois, même si je suis contre ce truc-là, et si tu veux, dans sa manière de me dire ça, vous trouvez ça normal? La colère d'un mec du bâtiment, dont on sait que l'espérance de vie dans le bâtiment, elle est bien moindre qu'en général pour les salariés, et même pour les salariés manuels, on sait que ce qui est plus terrible, c'est les travailleurs du bâtiment. Dans toute sa colère, sa manière de me prendre à part et tout ça, je sentais quelque part la colère de la France, tu vois. Mais vraiment, canalisé comme ça, sur est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, ça fait... Moi, je bosse depuis mes 16 ans, et maintenant, il faut que je me tape 2 années supplémentaires. Voilà, et c'était moi, sa colère elle était contre moi, parce que moi, j'arrive avec mon petit cartable, tu sais, je traverse, là, excusez-moi, ça va, je ne marche pas sur les pavés, je fais attention, machin. Mais en fait, tu vois, le mec, c'est le travailleur de bureau, quoi, qui débarque. Et donc... je reçois sa colère et je me dis qu'est-ce que j'en fais? C'est le problème. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, on a tous les mails des gens qui nous appellent à l'aide. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette... on est réceptacle de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, je sais pas. Tu vois, je me bagarre à l'Assemblée nationale, je me bagarre à déposer des amendements, à les défendre, un machin. Tu te dis, mais t'es tellement loin du bazar, à quoi tu sers, quoi? Bon, ben voilà. Parce que c'est pas eux que je touche avec mes vidéos, rarement, quoique bon, il y en a... Mais voilà, tu te dis merde, comment tu réponds à ça? Bon, et j'ai pas la réponse, donc voilà. Je pense que la culpabilité est un moteur aussi. De dire merde, moi j'ai la chance d'y aller avec mon petit cartable, ma chemisette, là tu vois, d'ailleurs il paraît qu'il faut pas que je porte de chemisette. Mais il paraît que quand je porte des chemisettes, les chemises elles sont trop grandes, enfin il n'y a rien qui va jamais. Donc, bon, mais voilà, la culpabilité, je pense que c'est un ressort quand même. Se dire putain, qu'est-ce qu'on est bien lotis, on est quand même des privilégiés. Et à ce titre-là, on doit se bagarrer pour ceux qui ne le sont pas, quoi. Bon. Puisqu'on en est à la culpabilité, hein, un truc sur lequel je culpabilise bien, c'est quand même ma réaction sur Adama Traoré au Havre, où je trouve que j'étais nul, et puis je l'ai déjà dit, je le redis. Bon, et donc le 21 juillet, Assa Traoré notamment appelle à venir réclamer vérité et justice pour Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise. Donc je crois que c'est à partir de 12h30, j'ai le programme quelque part. Mais donc à Beaumont-sur-Oise, le 21 juillet 2018. Que dire? Moi, j'ai lu le bouquin de Assa Traoré, je l'avais lu rapidement après. Moi, ce qui me choque le plus dans toutes ces histoires-là, c'est le rôle de la justice. C'est-à-dire que la justice, normalement, quand il y a un délit, un crime, une injustice, elle est là pour réparer. Ça répare jamais complètement. Évidemment, tu vois, t'as toujours la perte d'un frère, la perte de quelqu'un, mais elle est là pour dire la société vous a compris. Et à ce titre-là, vous pouvez réintégrer la société. Voilà, il y a une réparation de la société. Tout n'est pas réparé et tout ça, mais la société, elle vous a compris, elle vous donne raison, elle est avec vous, et vous pouvez la réintégrer. Votre colère, votre désir de vengeance et tout ça, il peut réintégrer la société. Et quand il n'y a pas la justice qui passe sur toutes ces histoires-là, eh bien, ça ne se répare pas. Et ça empire. Moi, j'ai vu, c'est une histoire, tu sais,
on est à 2 pas de la citadelle d'Amiens. La citadelle d'Amiens, c'est là où est décédé Hector Lubota, c'était en 2002, il me semble le 20 février 2002. Bon, donc on est là maintenant, 16 ans plus tard. Et on va passer en cassation à l'automne. C'est un dossier sur lequel je me suis bagarré énormément. Et c'est vrai que la première réaction du père d'Hector, ça a été, Bernard Lubota, ça a été moi j'ai confiance dans la justice française. Et moi j'ai tout de suite répondu, en tout cas moi j'ai pas confiance dans la justice amiénoise. Voilà, et puis la suite m'a donné raison, puisque tout a été fait pour enterrer le dossier, en accord avec les, on va dire en accord, ils n'ont même pas eu besoin de se mettre d'accord, c'est un consensus non dit. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle trop fort, c'est ça? Tu veux pas entendre mes discours? Va regarder la télé. Tu veux de l'eau? Je sais que c'est pas comme ça qu'on devrait parler à ses enfants. Bon, et ça s'est vérifié. En accord, je dis en accord avec les autorités municipales, en accord avec les autorités médiatiques. Malheureusement, il n'y a même pas eu besoin d'accord pour qu'il y ait une négligence concernant le dossier d'Hector Lubota. Ça allait de soi, c'était un jeune black, un immigré, c'était pas un fils de médecin, personne n'en a entendu parler. Bon, ben voilà, c'est un accident de travail comme les autres. Là, c'est pas un accident de travail, c'est un forfait policier. Le bouquin Joseph Colas, ça te dit rien, Michel Colas, pardon. Ça te dit rien, ce bouquin de Von Kleist? Ouais, c'est un peu la même histoire. C'est un bourgeois, là, tu vois, mais au Moyen-Âge, donc au temps des aristocrates prussiens, et il y a un changement dans le bourg à côté, c'est le fils du seigneur qui devient seigneur, le père est mort, donc voilà. Et donc là, au passage, on lui demande de laisser ses 2 chevaux pour bien prouver qu'il a un laissez-passer. Il laisse ses 2 chevaux, qu'il doit vendre, il repart chez lui, il va chercher le laissez-passer, il revient. Les 2 chevaux, ils sont morts, ils sont dans un très mauvais état, le seigneur les a pas soignés, rien. Et là, il demande à être remboursé ses 2 chevaux par le seigneur. Le seigneur, comme c'est un grand aristocrate et machin, il refuse de rembourser les 2 chevaux. Et Michel Colas, Michel c'est l'ange vengeur hein, qui tue le dragon, je crois. Eh bien il se met à réclamer justice. Et on ne lui accorde pas la justice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève une bande de brigands, et ça sera l'un des plus terribles brigands de l'Allemagne du Moyen-Âge, parce qu'il a une soif de justice. À la fin, on lui accorde le remboursement de ses 2 chevaux, et en même temps, il est condamné à mort, mais il meurt heureux, tu vois. Mais voilà, c'est un bouquin génial sur le désir de justice. Michel Colas de Von Kleist. Bon, est-ce que j'ai d'autres motifs de culpabilité? J'en ai tous les matins, hein. J'en ai tous les matins. Ah bah, motif de culpabilité supplémentaire. J'oubliais celui-là. Alors là, ça c'est rare. Je vais présenter mes excuses à Emmanuel Macron. Ah, mes excuses parce que il me semble que c'est à la fin du mois de mai, au moment où c'est la fin de Whirlpool, je fais des déclarations sur le parking de Whirlpool, comme quoi on a écrit un courrier à l'Elysée à propos des 17 personnes de Whirlpool qui n'ont pas de solution, n'ont pas été reprises, à qui WN, le repreneur, n'a pas proposé d'emploi, alors que Emmanuel Macron et ce patron se sont prononcés dans l'usine en disant on vous promet que tout le monde aura du boulot, quoi, en gros. Enfin, c'était en tout cas le message qui était passé. Et donc j'ai dit on n'a pas reçu de courrier à notre lettre, une lettre adressée au mois de mars, 29 mars. Or, il faut bien dire ce qui est, c'est qu'il nous avait répondu le 9 mai, donc un mois et demi plus tard, mais dans un courrier qu'on m'a mis dans le truc lettre. Lettre. Bon, putain. Et moi, lettre, j'ai 48 pochettes sur mon bureau, je me précipite pas sur le truc lettre. Certes, c'est à lire, bon, d'accord, mais je vois pas l'urgence, quoi. Donc, c'est qui? C'est qui le gars? Le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Strausda, qui me répond en fait sur les statistiques. Bon, donc je m'excuse d'avoir dit que j'avais pas eu de réponse, alors que j'ai bien eu une réponse. Je m'excuse auprès de Macron, mais je m'excuse auprès des journalistes aussi, à qui j'ai menti en fait, sans le savoir. Et je m'excuse auprès des auditeurs ou des téléspectateurs et ainsi de suite qui m'auraient entendu dire, et puis de vous-même d'ailleurs, qui m'avaient entendu dire qu'on n'avait pas reçu de réponse. On a reçu une réponse, maintenant la réponse n'est pas satisfaisante du tout. Sur les 17 cas
en question, pour l'instant, il n'y a pas de réponse comme quoi on a bien cherché à leur trouver du boulot chez WN. Donc on me dit d'en discuter avec le préfet. Je dois voir le préfet dans pas longtemps, avec qui j'entretiens de cordiales relations. Et je remettrai cette question sur le tapis pour qu'il n'y ait pas de personnes laissées sur le bas-côté chez Whirlpool. Maintenant, ça ne dépend pas que de nous. Moi, c'est toujours le même problème, c'est que j'ai le sentiment d'étouffer dans cette Assemblée nationale quand même. Et voilà, la semaine dernière, c'était de la défense d'amendements sur la révision constitutionnelle en commission. En plus, tu sais pas quand est-ce que les amendements vont passer, donc t'attends pendant des plombes. Bon, pour avoir des victoires symboliques à l'intérieur d'une commission, d'une salle. Alors certes, il y a des caméras qui sont là. Bon, enfin, en plus, c'est plutôt généralement des défaites symboliques. Bon, et donc... constamment, et la question c'est comment tu fais pour respirer, qu'est-ce que tu as apporté en dehors de cette truc-là. En même temps, si tu fais pas ça, on considère que tu fais pas ton boulot. Donc c'est problématique, quoi, parce qu'on te dit que ton boulot, c'est d'aller défendre des amendements dans des commissions, même quand il n'y a aucune chance qu'ils soient retenus. Mais enfin, c'est quand même ça ton boulot. Donc il y a le risque de subir un enfermement technocratique, à la fois par l'institution et finalement par tes électeurs, qui pourrait te demander d'effectuer essentiellement ce travail technocratique, alors que je me sens plus l'âme d'un Julien Courbet. Tu te souviens de Julien Courbet? Ça n'existe plus. Ça te dit rien? Sans aucun doute. Elle est jeune, Marie-Laure. Donc c'était une émission de télévision sur TF1 où quand il y avait un problème, le mec il arrivait avec sa caméra et puis il essayait de régler le problème et tout ça. Ça pouvait être des soucis de couple ou tout ça. Bon, on se lance pas là-dedans nous. Mais c'est vrai que j'ai plus envie. Là, j'ai reçu une lettre d'une nana dans une entreprise du Pas-de-Calais et qui dit qu'elle a des grosses difficultés, qui nous appelle à l'aide, qui demande si on serait prêt à lui filer un coup de main. J'ai plus envie d'aller passer du temps dans le Pas-de-Calais pour discuter de ça et essayer de bouger le truc qu'en commission des lois. Mais bon, ou bien là j'ai une note, enfin des courriers on en a plein et je culpabilise de pas faire mais ce boulot-là. Donc demain, bah on va faire une petite virée quoi. On va aller respirer l'air du dehors, on va aller même respirer en hauteur puisqu'on va aller chez les perchés du Havre. On a réussi à emmener un bout de Pinel qui est en grève. Malheureusement les hôpitaux quand ils sont en grève ça se voit pas trop quoi parce que bon les services continuent d'être donnés. Et puis on va les emmener à l'hôpital psychiatrique du Havre où là il y a des gens qui sont perchés tout en haut et grosso modo pour les mêmes raisons. Alors j'ai déjà signalé le truc de la psychiatrie donc je vais pas revenir dessus. En revanche, c'est la fusion des régions. Et c'est le côté administrativo-technocratique qui est en train de gagner. Je regarde ma montre parce que je dois aller voir l'instit de ma fille. Bon. Et oui, pourquoi? Parce que là, ils sont en haut du Havre, il va y avoir une réponse de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, sauf que l'Agence régionale de santé, elle est plus au Havre, elle est plus à Rouen, elle est à Caen, et ces technocrates qui nous dirigent, ils veulent pas aller sur le terrain, voir ce qui se passe concrètement dans l'hôpital, ils veulent proposer une réunion, mais complètement hors les murs, et c'est le même problème qu'on a avec Pinel. Avec l'ARS qui est à Lille, et puis bon, peut-être que vous aurez une réunion, mais il faudra vous déplacer à Lille. Et évidemment, si ça c'est 5 personnes qui se déplacent à Lille dans un bureau de l'ARS, le rapport de force déjà émotionnel du lieu, il est complètement différent que si ça se passe au sein de l'hôpital, et on peut vous dire, attendez, vous allez aller voir les patients, on va vous les ramener les familles. Enfin, il y a un rapport physique qui est complètement différent. Et donc voilà, donc finalement c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est comment on remet de la politique là-dedans. À propos de la politique agricole commune la semaine dernière, je disais, le premier mot dans politique agricole commune, c'est politique. Donc ça veut dire des choix. La politique, c'est aussi de pouvoir redonner de la place à l'utopie, au désir, à la volonté. Et si on laisse les technos et les bureaucrates aux commandes, eh ben, il n'y a plus de place pour la volonté, il n'y a plus de place pour le désir, il n'y a plus de place pour l'utopie. Et voilà, donc après le problème, c'est quand le politique se transforme lui-même en techno. Et que chez lui-même, il y a un assèchement du politique et qu'il n'est plus porteur ni de volonté, ni de désir, ni d'utopie. Mais nous, on en a encore quand même, un petit peu. Donc voilà, il s'agit de contaminer avec ça. Je pense que la seule manière de sortir du pessimisme, de sortir d'une espèce de... tu sais, comme si on était dans un marécage et qu'on pataugeait à l'intérieur et qu'on n'en sortirait pas. Je veux dire, le problème du réel, c'est ça, c'est qu'il ne renvoie qu'au réel. Et finalement, bon, bah, tu vois, je peux aller interroger 1000 personnes qui vont me demander au secours, à l'aide et tout ça. Et peut-être que j'apporterai une main secourante, mais d'un autre côté, moi, je risque de plonger avec eux. Parce que mon moral, il peut plonger avec eux.
quand j'ai pas de réponse claire, quand les gens ils me parlent du manque de moyens, que leur métier a plus de sens, que tu t'enlises là-dedans. Et je pense que la seule manière de ne pas s'enliser là-dedans, c'est la pensée. La pensée, c'est ce qui te tire vers le haut, ce qui fait que tu peux redresser un peu ton regard vers l'horizon et sortir de la tautologie. La tautologie, c'est quoi? Il faut regarder la réalité en face, comme si c'était un miroir. Et donc finalement, tu n'en sors pas de ce miroir. Le réel, c'est le réel. Un chat est un chat. Un sou est un sou. Ça, c'est la tautologie. Et donc il y a la nécessité, si on veut continuer d'espérer, de sortir de cette tautologie-là, et y compris du réel. Moi, je suis un homme de terrain, je suis plutôt un reporter, mais à un moment, le reporter terre à terre, eh ben, il faut réussir à en sortir, et il faut être porté par autre chose. Parce que si tu n'es pas porté par autre chose, il y a le risque de sombrer avec les gens, alors que tu es là pour tirer les gens vers le haut. Donc, les moments de lecture, les moments de compréhension du monde, les moments où tu viens, essayer de globaliser, ce sont des moments importants aussi d'une activité politique. Lire, c'est de la politique. Je sais bien que c'est compliqué à comprendre pour les gens qui... tu vois, je disais tout à l'heure, je culpabilise quand à 11 h du matin, je vais faire un footing parce que les gens, ils savent pas que je me suis couché à 1 h du mat et que j'ai défendu des amendements et machin. Mais quand je passe devant les travailleurs du bâtiment, là, et que je vais démarrer mon footing à 11 h du matin ou à midi, que je les vois en train avec leur casse-croûte et tout ça, putain, j'ai honte de sortir de chez moi. Tu vois, c'est vrai. Mais, et donc, si je le dis, ouais, ben, je vais me foutre au lit à lire un bouquin, là j'ai lu un bouquin Une nouvelle terre de Dominique Bourg, ou bien Opération Macron d'Éric Stemmelen, ou bien, enfin tu vois, mais ce travail-là est un travail vraiment politique. Le travail de lecture, de continuer à lire, de ne pas se laisser enliser juste dans le techno, dans les amendements, dans les projets de loi avec lesquels nous nous assommes. Enfin, ça, c'est aussi du travail politique. C'est ce qui permettra de continuer à être debout et peut-être de redresser des gens derrière parce qu'on a une espérance. Donc, pensez là, le moment étrange dans lequel on se trouve. Tiens, je commence à voir la voix de Macron à Bercy là. C'était à Bercy qu'il était. Hein. Pensez ce moment étrange. Bon, je pense que quelque part Macron a été le socialisme en phase terminale. La macronite, c'est ça comme maladie. Bon, ça dans un premier temps. Et en fin de compte, c'est l'homme qu'il leur faut pour prolonger un projet qui quelque part est peut-être déjà mort. Vous savez, c'est la fin de la parenthèse libérale. Enfin, j'ose pas dire en 83 qu'on ouvrait une parenthèse libérale, on l'a toujours pas refermée, mais je pense qu'elle est en voie d'être refermée. Elle est devenue minoritaire dans le pays, ce libéral. Il n'a peut-être jamais été majoritaire, mais depuis 2005, il est très clairement minoritaire. 55% de non au traité constitutionnel européen, et ils ne repasseront jamais ça par les urnes, parce qu'ils savent qu'on serait peut-être à 65%. Ils ne passeront jamais le CETA par les urnes parce qu'ils savent qu'ils seront minoritaires. Ils ne passeront pas les accords Mercosur par les urnes parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires. Ils ne passeront pas les accords avec le Mexique par les urnes parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires. Donc quelque part, on a un monde qui, politiquement dans les têtes, est déjà minoritaire et peut-être déjà mort. En tout cas, il faut l'espérer, il faut le poser comme impossible. On a ce monde qui est peut-être mort pour une autre raison. C'est que normalement, on avait en 1994, il y a eu les accords de Rio Grande. On est dans toutes les grandes périodes de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, elle est morte. Elle est morte parce qu'elle ne parvient plus à parvenir à des accords au niveau mondial. Donc ça a été remplacé par des accords bilatéraux entre deux pays ou entre deux blocs. Et là, on voit que même sur ce terrain-là, peut-être que c'est en train de mourir. Je veux dire que l'incapacité qu'ils ont de sortir avec un texte commun d'un truc comme le G7, sur une base minimale qui est leur base permanente. Ah, le protectionnisme est une horreur. Il faut noter d'ailleurs, on a fait la comparaison, je ne l'ai pas là, mais de la réaction de Macron sur la fin des accords avec l'Iran sur le nucléaire iranien. Tu vois, Trump qui brise l'accord sur le nucléaire iranien. Et Macron a une réaction assez timide, tu vois. J'ai pas le texte, mais c'est très timide, ça fait 3 lignes et puis il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Et puis en revanche, on n'arrive pas à signer un accord commun contre le protectionnisme, et là, c'est l'horreur totale. Tu vois, c'est la fin d'un monde, c'est pas possible, nous lutterons, parce que ça, c'est le cœur de leur truc, le libre-échange. Et donc, s'ils ont plus ça, ils sont cuits. Et je me demande si on n'est pas déjà dans le monde d'après. Et ce monde d'après, moi, je voudrais proposer une formule. Pour moi, c'est la démondialisation heureuse. Tu sais, c'était une formule d'Alain, la mondialisation heureuse dans les années 90. La démondialisation, c'est la formule d'Arnaud Montebourg. Et je me demande si on ne pourrait pas cumuler les deux et nous pourrions être porteurs d'une démondialisation heureuse. Et d'un truc qui fait qu'on cesse
faut le construire, hein, mais je pense moi je l'ai déjà en partie, on cesse de poser la concurrence et la compétition entre les pays comme un but permanent et le but, le moyen de progresser, mais on passe au contraire par de la coopération. On passe par le fait qu'on doit laisser les pays du Sud décider leur propre politique commerciale. Le Burkina Faso, par exemple, sur tout ce qui est céréales, c'est très important qu'on ne fasse pas pression, les ambassades européennes, le FMI, l'OMC, enfin l'OMC, feu l'OMC, qu'on ne fasse pas pression dessus pour qu'ils puissent avoir leur propre politique commerciale. Et je pense que autour de cette notion de démondialisation heureuse, il y a quelque chose qui est à construire et qui est plus du coup, on n'est plus du coup dans l'opposition. C'est eux qui sont les porteurs du vieux monde. C'est eux qui cherchent à perpétuer un État déjà aboli. Et nous sommes porteurs du monde d'après, et ce monde d'après pourrait être caractérisé par cette formule, la démondialisation heureuse. Voilà le message que je vous adresse depuis ma cuisine.